On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons revenir sur le résultat financier d'Apple, la tempête boursière autour d'Apple. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Après les rumeurs les plus folles concernant la baisse de vente d'iPhone, on connaît enfin la vérité, ou presque. Apple a publié cette semaine ses résultats financiers pour le premier trimestre. La firme de Cupertino a enregistré le meilleur chiffre d'affaires de son histoire et les ventes d'iPhone sont en hausse. Mais des données qui n'ont pas vraiment rassuré la bourse qui a lourdement sanctionné l'action d'Apple. Le marché s'inquiète de l'érosion de la marge et de la concurrence de Samsung. Alors, cette sanction est-elle justifiée ? Comment Tim Cook peut-il rassurer Wall Street ? Débat, on refait le Mac, épisode 125, tempête sur Cupertino. Avec comme chroniqueur cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. En direct de son placard, car nous enregistrons nuitamment. On reprend les mauvaises habitudes Cédric, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, tu parles à un père de famille qui a autre chose à foutre, donc on va essayer de faire vite ce soir. Écoute, on va essayer, moi aussi j'aimerais bien aller me coucher. Autre chroniqueuse dans Refait le Mac bien sûr, c'est Fanny Bouton du site fannysparty.com. Bonjour Fanny, comment ça va ? Bonjour, ça va très très bien, bonne semaine. Bon voilà, elle est contente d'être avec nous, hein. C'est pas comme Cédric, hein, je te jure. Autre personnage récurrent dans On fait le Max, c'est bien sûr Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Ouais, bonsoir Olivier, moi je suis d'une humeur massacrante là, j'ai deux iMac 2006. Il y a tout qui tombe en panne chez toi. Un 20 pouces et un 24 pouces qui ont claqué dans la semaine. Un, la carte logique, deux, le deuxième, la carte vidéo. Je suis exilé dans mes chiottes une fois de plus. Parce qu'il y a une machine à laver dans la cuisine. Et parce que Madame Colombo a encore mis son veto. J'ai oublié de prévenir. Et puis, in fine, je me lève à 6h du matin pour aller faire un espèce de codir où je dois intervenir sur scène. Il n'y a pas de détails, Monsieur X. Keep your secret. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est la journée de la loose. En tout cas, on sait qui porte la culotte du côté de chez Monsieur X. Ouais, c'est clair, ouais. Monsieur X, j'ai une question. C'est de l'obsolescence programmée ou pas, tu crois ? Ah non, alors me chauffe pas. Putain, j'ai toujours maintenu que c'était pas vrai chez Apple, mais là j'ai un vrai doute quand même. Bon, ils avaient 9 ans, mais iMac ça m'arrange pas quoi, en termes de sous quoi, mais bon. 9 ans, c'est ouais. la vie, ouais. Ouais, ça commence à être un peu vieux. Le cube derrière tient encore à peu près chez nous. Et dernier chroniqueur dans Refait le Mac, c'est bien entendu Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut, alors j'ai pris les bonnes habitudes. Ah. Ouais. Ce soir, on va faire honneur à nos îles. Nous passons au rhum Clément. Vieux rhum agricole, vieilli en fût de chêne. Ah, c'est bien. Merci l'Internet, zone de non-droit, où le CSA n'a pas... je crois que c'est on peut citer les marques d'alcool. Le CSA n'a rien à dire, donc on peut boire ce qu'on veut, avec modération évidemment. Voilà. Alors, vous savez que le sujet de l'émission n'est pas un sujet facile, mais il n'en est pas moins passionnant. C'est bien sûr les derniers résultats financiers d'Apple. Jamais une entreprise, peut-être high-tech, a été autant scrutée pour ses résultats, car c'est vrai que c'est un peu la locomotive de la bourse américaine. Apple, ces derniers temps, elle était il n'y a pas si longtemps la plus grosse capitalisation boursière au monde. Alors, les résultats sont tombés. Tim Cook les a présentés hier. On a enregistré donc le jeudi soir, donc a présenté les résultats mercredi soir. Le chiffre d'affaires est plutôt bon, 54,5 milliards de dollars. Pour essayer de comprendre l'évolution des chiffres d'affaires, parce que ce n'est pas tellement l'instantané qui est intéressant, c'est son évolution. Regardez plutôt cette courbe. Vous voyez donc le chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires bien record, 54,5 milliards de dollars. Jamais Apple on avait vendu autant de produits en 3 mois. Mais par rapport à l'année dernière, entre guillemets, ça a fait une augmentation qui n'est pas aussi importante que les années précédentes, puisque l'année dernière, il y avait un chiffre d'affaires de 46,3 milliards, l'année d'avant 26,74 milliards. En clair, le chiffre d'affaires progressait quasiment, je ne veux pas dire de bêtises, mais de presque 100% d'année sur l'autre, 100% d'année sur l'autre. Et là, il progresse beaucoup moins rapidement. Donc ça commence un petit peu à inquiéter la bourse. Alors il y a quand même un petit point, Cédric, et un petit point technique. Il y a moins de semaines dans le trimestre de cette année que le trimestre de l'année dernière.
Ouais, enfin, quand tu passes de 26 à 46 une année et que l'année d'après tu passes de 46 à 54, tu peux pas juste dire ah oui, il manquait une semaine dans le trimestre. On est juste, mais c'est Alors, normal. Hein, je veux dire, les arbres montent pas jusqu'au ciel. Il y a juste des gens qui l'ont voilà. oublié Ce au qui moment explique d'acheter les peut-être actions. que si vous allez voir les résultats financiers d'Apple et le communiqué de presse qui a été publié, Apple s'est fait un plaisir de publier le chiffre d'affaires moyen par semaine. C'est la première fois qu'ils le font. Et oui, parce qu'il y a une semaine en moins. Et le chiffre d'affaires moyen par semaine de 4,2 milliards de dollars contre 3,3 l'année dernière. Donc ça progresse. Il faut aussi préciser que l'iPhone 5 est arrivé plus tôt cette année par rapport à l'année dernière. Il est arrivé, je cherche le fin septembre, à savoir je cherche le 21 septembre, alors que l'iPhone 4S, lui, est arrivé l'année dernière le 14 octobre. Donc en clair, il y a des ventes d'iPhone 5 qui ont été compatibilisées sur le trimestre précédent et qui n'apparaissent pas dans le résultat d'aujourd'hui. Bref, ce qui inquiète la bourse, et vous l'avez vu, parce que ça fait la une de tous les journaux, notamment de Libération demain, mais avant-hier pour vous qui regardez le podcast samedi, la bourse a sanctionné Apple parce qu'il considère que les bénéfices ne sont pas suffisants. Il considère que la marge n'est pas assez suffisante. Le bénéfice, il est pourtant important, 13,1 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça représente par rapport à ces 5 dernières années? Regardez, par rapport à l'année dernière, il n'a pas bougé, il stagne le bénéfice cette année par rapport à l'année dernière. Alors que l'année dernière, il avait doublé entre 2011 et 2012. Pourtant, le trésor de guerre est toujours là, 137 milliards de dollars, toujours de plus en plus important. Alors, il vous semble assez logique, messieurs, on va prendre un par un les différents intervenants. Cette forte régression, au moment où Apple a terminé sa conférence, la cotation était en baisse de 10% hier, mais le marché américain était fermé. Aujourd'hui, on en est où à l'heure où on enregistre, Cédric? Je crois, alors ne quittez pas. Bonjour, j'appelle mon agent. Allô, combien? Ah non, j'attendais, ça c'est Amazon. Amazon, ils ont pris 2% aujourd'hui, mais ce n'était pas la question. Apple, voilà. Moins 12,35%. En Voilà. clair, l'action était allée jusqu'à un plus haut de 700 et des en septembre, 700 dollars. Hier, elle était à 500 dollars et des, 520, 500, je sais plus combien. Aujourd'hui, là, alors on vous parle, elle est à 450. Donc c'est une jolie dévissade depuis hier et puis surtout depuis le plus haut qui était septembre. Ouais. Alors, essayons de comprendre. Est-ce que vous 18 comprenez... septembre, 701,91 $. Ouais. Ça représente plus de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière qui se sont envolés en près de 24 heures. Hein, c'est considérable. On retrouve à peu près le même niveau que l'année dernière, au moment où Apple a présenté l'iPhone 4S. Tout ce qui a été gagné durant un an s'est envolé. Est-ce que vous comprenez la réaction? On va commencer par Rodrigo, qui porte la casquette de l'entrepreneur ce soir. Pas de l'entrepreneur, mais du financier. La bourse est un... Tout ce que j'aime. La bourse est un mécanisme très simple. C'est comme quand tu vends des poissons chez Astérix. Il est frais mon poisson? Oui. Il est frais mon poisson? Boum, 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 et on se casse la gueule. Tu vois, c'est l'offre et la demande. Et donc, s'il y a des gens qui veulent acheter et qu'il n'y a pas assez d'offres, il n'y a pas assez de poissons, eh ben, le prix monte. C'est aussi simple que ça. Mais s'il y a des gens qui veulent tous vendre, le prix descend. D'accord? C'est-à-dire quoi? Donc, Oui, mais là, donc, en 24 heures, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui se disaient, tiens, cette action, elle va aller monter encore, elle ne va plus monter, donc je m'en défais pour soit engranger les bénéfices parce que je l'ai acheté beaucoup plus bas, soit limiter mes pertes. Et ils se mettent malheureusement tous à vendre en même temps. Et comme ils vendent tous en même temps, il n'y a pas assez de demande et donc le Ça prix décroche. descend. Ouais. Voilà. je dirais même, on n'est C'est pas en vrai. train là de mettre un prix sur le poisson, mais sur la poissonnerie. Mais oui, parce que, mais oui, non, mais c'est une analogie qui la fonctionne, c'est-à-dire que. Non, pas tout à fait. Mais si regarde, si ta poissonnerie de quartier a toujours le meilleur poisson et le plus frais, tu vas même être prêt à le payer un peu plus cher qu'ailleurs. Si aujourd'hui il n'a pas le poisson que tu cherchais, mais qui te dit, attendez, la semaine prochaine je vais avoir du poisson d'enfer, bah t'es encore prêt à mettre le prix. Le problème c'est que Apple, ils ont du poisson super frais. Par contre, ils disent jamais ce qu'ils auront la semaine prochaine. Oui, d'ailleurs, ils leur ont demandé. L'analogie est sérieuse, c'est ça, parce qu'il y avait un papier dans le Wall Street Journal, moi que j'ai tweeté la veille, qui m'a fait presque rire, où il disait bon, on attend les résultats d'Apple et tout ça. En même temps, il y a peut-être un moyen pour Tim Cook de rassurer ses investisseurs, qui serait de lever le voile sur la roadmap des produits qui vont sortir cette année, par exemple. C'est un truc qui se fait couramment chez d'autres. Hein. C'est une question d'ADN et de fonctionnement. Hein. Il y a des boîtes qui te disent voilà nos
compte aujourd'hui, mais on sait qu'au premier trimestre on va sortir ça, au deuxième trimestre on a ça, il va se passer ça, etc. Apple, on le sait bien, c'est pas. Est-ce que tu vois Tim Cook commencer la conférence en disant alors en mars nous avons un iPad Retina, en juin nous avons un iPhone mini, et puis un refresh de l'iPhone 5 qui devient donc l'iPhone 6 en septembre, une nouvelle Apple TV et peut-être une surprise, je n'en dirai pas plus. Ça c'est impossible, c'est impensable chez Apple. Donc le problème c'est que jusque-là, le cours de bourse il montait avec les purs résultats d'Apple, mais Apple ne te dit jamais plus que ses résultats. Or, dès que forcément ça se ralentit un petit peu d'une manière ou d'une autre, les analystes n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, donc forcément ça s'effondre. Parce qu'un cours de bourse, c'est toujours un pari sur l'avenir en fait. Ouais, faut que j'explique un petit peu quand même. Oui. Donc, explique-nous. Donc, le prix monte ou le prix descend. Pas moi poissonnerie. Non, le prix monte ou le prix descend, c'est une histoire d'anticipation de ça va monter ou pas. Ça se traduit par des gens qui achètent ou par des gens qui vendent, et je viens de vous l'expliquer, ça fait que le cours monte ou le cours descend, offre et demande. Quelque part, ça n'a rien à voir avec la valeur de la boîte. D'accord ? Ça a à voir avec la valeur projetée par les gens qui ont acheté la boîte. D'accord ? Ouais. Donc, des réactions comme ça qu'on va juger en 24 heures n'ont rien à voir quelque part avec la valeur de la boîte. Maintenant, si on regarde l'historique dont parlait Cédric tout à l'heure, effectivement, en septembre, mi-septembre, on tapait les 700 et on est en baisse régulière depuis septembre. Pour aujourd'hui, taquiner les 500 à peu près et depuis hier, les 450. Oui. Alors, donc, et des gens se disent, Apple ne va plus monter jusqu'au ciel, donc je ne vais plus faire la plus-value que je souhaitais faire, donc je vends. Il se trouve que depuis hier soir, il y a plein de gens qui vendent en même temps. Alors maintenant, deuxième chapitre. La valorisation d'une boîte, c'est quoi ? Il y a un acronyme un peu bizarre qui s'appelle le Price Earning Ratio, ou le P/E. Ça veut dire qu'une boîte vaut un multiple de ses résultats. Ça veut dire quoi ? Cette année, elle dégage 10. Si la boîte vaut 10 fois son résultat, on va dire la boîte vaut 100. D'accord ? Donc c'est-à-dire que si j'achète la boîte, en 10 ans, s'il n'y a pas de croissance, je vais rembourser mon achat et après je vais me faire de l'argent. D'accord ? Simple. C'est comme si vous achetez un appartement et vous dites le loyer qui va me sortir pendant 10 ans va rembourser mon prix d'achat de l'appartement et donc je vais me faire de l'argent au bout de 10 ans. D'accord ? Bon, il se trouve qu'on est dans la tech. Dans la tech, on est dans des boîtes de très forte croissance, voire d'hyper-croissance. Donc les 10 ans, en général dans la tech, c'est pas à 10 ans. Parce que comme on fait plus 50%, plus 80% par année, on va rembourser au bout de 5-6 ans. Ok ? Ce qui fait que les boîtes de tech, en général, ont un ratio à 15. Apple avait un ratio à 15. Et quasiment toutes les boîtes avaient un ratio à 15. Les plus mauvais de la classe, c'était Microsoft, avait un ratio à 10. Les meilleurs de la classe ont des ratios au-delà de 100. Ils sont assez rares. Alors là, j'ai pris quelques ratios juste pour vous dire combien vaut Apple aujourd'hui. Apple, en ce moment, à 450, l'action vaut 10 fois son résultat. C'est dans les plus mauvais de la classe. Ça veut dire que c'est pas cher en achat. Ça veut dire que justifié, Rodrigo ? Oui, parce que les gens se disent... Attends. Non, c'est là que non, mais ce que je justifie, c'est que les gens se disent ça vaut que 10 fois son résultat. Attends, donc on 137 milliards de cash... On s'en fout, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est bien, il y a quand même de bons fondamentaux. Non, mais après, je fais une analyse fondamentale et c'est autre chose, quand on se fait un DCF, etc. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit qu'en 10 ans, on va rembourser le prix d'achat d'Apple. Donc les gens se disent il n'y a plus la croissance exponentielle qu'on espérait quand on lui donnait un ratio à 15. Mais si on regarde Microsoft qui était à 10, Microsoft en ce moment est à 15. Donc en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas rationnel dans la réaction des gens, des investisseurs aujourd'hui en bourse, dans la mesure où, quand même, tu le disais, les fondamentaux sont là. Hier, je lisais un papier de Bloomberg à chaud, c'est toujours difficile de prendre du recul, ça fait que 24 heures que les résultats ont été annoncés par Apple. Ce qui était pointé du doigt, c'est la marge. Selon eux, la marge n'est pas suffisante. Elle ne serait que de 38,6% contre 44,7% le trimestre de l'année dernière. Vous en connaissez beaucoup, vous, des boîtes qui ont des marges à 38,6%? Peu importe, non, je vous pose la question. Merci d'y répondre. Connaissez-vous beaucoup aujourd'hui sur des entreprises d'hardware high-tech qui font 40% de marge? Aucune. Bon, on est d'accord. Aucune, mais il n'y en a aucune qui croyait être aussi grosse qu'ExxonMobil. Non, mais ne croyez pas. C'est pas Apple qui décide sa valeur boursière, que je sache. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu achètes, c'est de l'avenir.
Oui. Quand tu achètes t'imagines acheter une action Apple à 700. Quand tu as acheté une action que tu as achetée à Non, 150 ce que tu et qu'elle est à achètes, c'est une 700, valeur génial. spéculative. Appelons un Mais chat même un pas chat, Cédric. spéculative. Mais non, C'est-à-dire- mais si, non, même je fais pas un pari. spéculative. Mais si, c'est je pas fais un pari spéculatif. qu'une action qui est à Non. 100 sera à 200 l'année prochaine. Là, Mais effectivement, si on regarde Non. les indices, elle va risque de moins progresser dans les mois qui viennent. C'est évident. pas Non, mais- spéculatif, tu peux aussi y mettre. Donc, c'est il y a- pas il y a la valeur plein- des produits Il y a plein de fonds de qu'on retraite. Il y a plein de note. fonds de retraite. C'est la valeur de l'action. Ah bah bien sûr. Ah Non, non, bah mais, mais la valeur des produits, il en découle les ventes, il en découle le bénéfice, Alors. il en découle... Et alors attends, il y a là quand même une particularité, c'est qu'on le compare ça à des boîtes qui, elles, dont le but est de faire du volume. Depuis le début, Apple dit, nous, on n'est pas un business de volume, on est un business On de va y marge. arriver. Ah bah là, tu me poses la question, je te donne une réponse. Tu me dis, On va y arriver. est-ce que c'est... Olivier, je te répète ce que je te disais tout à l'heure. Si la boîte vaut 10 fois, ben tu vas te dire que, inversement, je vais rembourser le prix en 7 ans parce que sa croissance est légère. Si sa croissance est très rapide, elle augmente beaucoup chaque année, ben je vais la payer 15 fois, 20 fois, 25 fois. Donc c'est ce que dit Cédric depuis tout à l'heure. Si la croissance annuelle descend ou quarter sur quarter descend, eh ben on va valoriser moins. Si elle va beaucoup plus vite, on va valoriser plus. Alors, Pourquoi? j'aimerais bien Parce qu'on va avoir rembourser plus vite le prix d'achat. Alors, j'aimerais bien avoir l'opinion de M. X, qui lui a connu des moments particulièrement difficiles au sein d'Apple il y a quelques années, parce qu'il est rentré au sein d'Apple, c'était loin d'être une action à $500, c'était même pas quelques dizaines de dollars à l'époque. Qu'est-ce que ça t'inspire, en gros, ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude aujourd'hui sur les perspectives de développement d'Apple? Est-ce qu'il y a une vraie rationalité dans ce mouvement-là? Et est-ce que quelque part, selon toi, dans le passé, il n'y avait pas déjà une surperformance d'Apple par rapport véritablement à ce qu'une entreprise high-tech dégage normalement sur ce marché? On le voit notamment avec Microsoft. Bah, écoute, sur l'analyse de la bourse et des chiffres, comme on vient d'en parler, moi j'ai pas grand chose à dire parce que entre ce qui paraît rationnel dans les ratios et puis, comme le dit Cédric, acheter de l'avenir, on peut avoir des points de vue très divergents en analysant les mêmes chiffres. Je pense qu'il serait intéressant, ça serait de faire, je crois que c'est Rodrigo qui en a parlé, une vraie analyse industrielle et financière d'Apple, comme on fait une étude de cas en école de commerce. Et là, on s'apercevrait, et c'est le cas depuis 10 ans, 12 ans, quand j'y étais, qu'il y a quand même chez Apple des trucs incroyables. D'abord, l'entreprise en termes de chiffre d'affaires repose sur un ou deux produits. Aujourd'hui, ils ont vendu 48 millions d'iPhone. S'ils se plantent dans la prochaine génération, c'est pas leur croissance qui tombe à l'eau, c'est leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une première hérésie. Donc pour toi, c'est un risque. Ce qui était moi, considéré pendant longtemps comme une énorme. force. C'était considéré pendant longtemps comme une force parce qu'effectivement, il n'y avait pas une pléthore de produits, donc concentrer toutes les forces sur un produit, notamment des forces de développement, pour que le produit soit le plus abouti possible. Aujourd'hui, pour toi, c'est un risque. Voilà, c'est un risque, et ce risque-là, il dure depuis 10 ans. Donc ça, c'est le même. Ça s'appelait iMac en 98, 99, 2000. Ça s'appelait iPod ensuite. Ça s'appelle iPhone et iPad maintenant. Mais ils sont pas stables en termes de ligne de produits d'un point de vue ratio financier. Hein. Ils comptent sur un ou deux produits et c'est très très faible. Ils font une erreur dans la prochaine génération et ils prennent un bouillon. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, on l'a aussi déjà évoqué. Bon, ça peut paraître bancal, mais s'ils nous indiquaient un petit peu leur futur, ça pourrait ça pourrait rassurer les gens et les investisseurs. Or, Apple ne le fait pas. Donc, on ne sait pas quelle est la prochaine poche de croissance d'Apple. Est-ce que c'est la télé ? Pas de news. La dernière fois que Tim en a parlé, c'était toujours un hobby. Tu verras en fin d'émission, on en parlera. Est-ce que ça peut être les jeux, qui est une autre poche de croissance pour Apple ? On n'en parle pas non plus. Donc, il n'y a pas d'élément pour être rassurant au niveau du futur. Et puis, donc c'est rationnel comme réaction selon toi. Donc c'est rationnel parce qu'il n'y a pas d'élément pour pouvoir juger autrement. Et puis la dernière chose... Mais c'était déjà le cas avant, Monsieur X. Ouais, mais aujourd'hui, si tu veux... L'année dernière, surtout après la mort de Steve Jobs, et l'action a quasiment pris... a presque doublé sa valeur. Après mais il y a 10 ans, l'action, elle était à $6. T'en achetais, elle montait à 8. Non, mais elle descendait à 5. Tu prenais pas un gros risque. Aujourd'hui, comme le disait très bien Rodrigo, les gros possesseurs d'actions Apple, ils sont de deux natures. Soit ils ont acheté à $50 et ils ont une plus-value potentielle énorme, donc ils disent allez, maintenant c'est le moment, puisqu'on n'est pas sûr du futur. Ou alors ils ont acheté à $600 pensant qu'elle monterait à 750, parce que la cible pour l'action Apple cette année est toujours à 725, et ils disent je sors, je limite la casse. Donc, il y a un dernier cas de figure qu'il ne faut pas oublier chez les boursiers. Eux, leur métier, c'est de faire de l'argent en spéculant. C'est que quand ils voient une tendance à la baisse d'un cours de bourse, ils vendent à 100
sachant que ça va tomber à 50, pour racheter à 50, pour reprendre une plus-value dès que ça va remonter. Vous comprenez ? Ouais. Et donc ici, c'est tombé de 500. Vous voyez, ils vendent à 500, sachant qu'ils pourront le racheter à 450. Ouais. Donc ça, c'est Mais, aussi un énorme phénomène qui se passe. Et quand on regarde les volumes de transactions, c'est énorme là-dessus. Donc il y a aussi ce fait-là, on se dit, je vais parier à la baisse, comme ça je peux le racheter plus bas et le reprendre. Parce que forcément, ça va remonter. Un PER à 10, c'est extrêmement bas dans la tech. Et Apple n'a absolument pas du tout montré qu'ils étaient en train de se casser la gueule et de perdre toute leur part de marché. Alors, Donc c'est pas une boîte en crise. Donc il y a aussi ce phénomène-là. il ne faut pas non plus essayer de sombrer à la fois dans le, C'est Dans la le fin. Moi, je par vous le dis. fanboyisme BA et à la fois le sensationnalisme. Mais bon, c'est vrai qu'avec Apple, il est difficile de garder un cap relativement sobre. Il y a eu quand même ces dernières semaines une multitude de rumeurs autour des difficultés d'Apple de vendre l'iPhone 5. En clair, à écouter ces rumeurs qui venaient souvent de grands organes de presse outre-Atlantique, notamment le Wall Street Journal, l'iPhone 5 aurait été un bide. Aujourd'hui, Apple a vendu 47,8 millions d'iPhone. C'est 10 millions de plus que l'année dernière. L'iPhone 4S, l'iPhone 4. Alors ça, on ne sait pas quel est le ratio des iPhones parce que c'est la grande spécialité d'Apple de ne pas révéler les différents modèles qui sont pourvus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'iPhone 5 est un lancement mitigé avec 47,8 millions d'iPhone? On sait pas, on n'a pas le chiffre. Alors, Mais c'est aussi bête que ça. Est-ce qu'on l'a en détail? ils ont vendu dans le- 10 millions de plus d'iPhone que l'année dernière. Est-ce que tu crois que la majorité, c'est pas des iPhone 5? Non. Non, parce que j'ai vu un chiffre passer, et c'était en gros moite-moite, mais j'ai peur de dire une énorme bêtise, donc... Alors, il y a un chiffre. Le seul chiffre que c'est l'on a, détaillé, puisqu'Apple... ça. Oui, non, c'est pas détaillé. Le seul chiffre que l'on ait, C'est énorme. Ah oui, oui. Ben oui, c'est ça. Imagine, Renault te dit, on a vendu X voitures. Ça a toujours attendez, été il y a comme combien ça de Clio chez et combien Apple. de Safran? Attends, mais tu Ah verras ouais. qu'ils ont fait d'autres choses qui sont pas très catholiques, mais c'est que le début. Alors, les ventes décevantes de l'iPhone 5. Pour savoir quel est un petit peu le ratio de vente, c'est Verizon, qui est l'opérateur outre-Atlantique, qui a publié ses résultats également cette semaine, qui a révélé dans ses résultats que la moitié des ventes d'iPhone aux États-Unis faites par Verizon, qui est un gros opérateur, c'était l'iPhone 5. Donc du moins aux États-Unis, chez Verizon, un iPhone sur 2 qui est vendu, c'est un iPhone 5. Donc en gros, on peut penser, si on reste sur ce côté-là, que les ventes d'iPhone seraient entre 20 et 23 millions d'iPhone. C'est plus C'est beau, que ce qu'a vendu lors du dernier trimestre, si on croit les analyses de Reuters, qui a publié les prévisions de vente de Samsung. C'est plus que le Galaxy S3, messieurs. Bien sûr. Galaxy S3, c'est 15 millions de Galaxy S3. Et sûr. oui, T'es je suis certain certain. Là, c'est dans le dernier C'est article. 40 millions. Ah bah. Non. Si c'est Ah, marqué ouais, dans la ok. presse, hein, c'est vrai. Alors, j'ai noté le chiffre. Si Dans la si presse c'est la écrite. grande Non. presse. Alors, je vais vous donner les chiffres de Samsung. 63 millions. Alors, on n'a pas encore les chiffres officiels de Samsung. Ils seront publiés vendredi, à savoir C'est ça. demain au moment où on enregistre, donc c'est compliqué. Mais Reuters s'est procuré les prévisions de vente de Samsung. Ce n'est pas les prévisions d'analyse, donc a priori, ils sont bons. Je les avais déjà donnés la semaine dernière dans le précédent podcast. Alors, je retrouve bref, j'y retrouve. Le Galaxy S3 se serait vendu lors du dernier trimestre, donc trimestre de Noël, à 15 millions d'exemplaires, ce qui est considérable. Ce serait 3 millions de moins que le trimestre précédent. D'accord. Oui, bah oui, parce Par qu'il est sorti contre- en mai. Bah oui, mais c'est quand même assez rare. C'est quand même le trimestre de Noël. C'est là où on vend le plus de smartphones. Mais Samsung compenserait cette baisse par un vrai Avec le carton Note. du Galaxy Note 2 qui lui serait écoulé, selon Reuters, à 8 Oui. millions d'exemplaires. Et puis ils ont sorti le S3 mini, enfin ils ont diversifié leur gamme. Ils ont Et en tout, ils auraient écoulé 63 millions de smartphones. C'est-à-dire plus qu'Apple qui, lui, en a écoulé 47. Donc, mais Ouais. pour revenir à l'iPhone 5, puisque c'est ça, c'est loin d'être un bide, parce qu'a priori, au pire, il a fait aussi bien, au mieux, il a fait beaucoup plus. Mais Mais et Apple c'est n'a ce pas que c'est communiqué. mais non mais la chose sur laquelle Apple a communiqué, c'est une hausse de ses coûts de fabrication. Alors, Sur l'iPhone 5 particulièrement. Et bah, une hausse de coûts de fabrication, ça veut dire une marge en baisse. c'est-à-dire que par rapport à...
pour essayer de comprendre ce qu'a sanctionné la bourse, à savoir la baisse de la marge, c'est effectivement l'arrivée de nouveaux modèles. Apple a complètement renouvelé sa gamme cette année, notamment avec l'iPad mini et l'iPhone 5, de nouveaux designs. On l'a vu aussi avec le Mac, l'iMac qui a eu de gros soucis de production. Et ça a pesé sur le coût de production, messieurs, dames. Bah oui, enfin, il y a différentes choses, hein. Il y a les composants. S'ils ont changé de composants, j'en sais rien. La nouvelle puce, peut-être, coûte un peu plus cher. Tout le reste, pas forcément. Ensuite, il y a le procédé de fabrication. Dans toutes les machines, il faut recalibrer une chaîne de production. Ça coûte un petit peu d'argent à chaque fois qu'on change la chaîne de production, si on modifie quelque chose. En particulier, l'iPhone 5 a une taille d'écran différente, donc ils ont dû modifier un truc. Après, il y a les coûts de la main-d'œuvre, ça je pense pas. Et après, les coûts de préparation, technique, vérification, shipping, tout ça n'a pas dû changer. Alors, Donc, je dirais ligne- recalibration et peut-être certains composants. Ta ligne de fabrication, elle te coûte toujours plus cher au début parce que sa rentabilité en termes de rentabilité, c'est-à-dire le nombre d'iPhone que tu sors sur une ligne de production sur un jour X, normalement il va en croissant parce que c'est exactement pareil dans la production. Mais si tu te souviens, Cédric, un phabless, ça coûte aujourd'hui entre 2 et 3 milliards de dollars. Oui, non, mais c'est donc, ça. Donc s'il lance une nouvelle chip à Apple, voilà, c'est banco au début, mais surtout ça te rapporte moins au début parce que voilà, tu t'améliores avec le temps. Donc on peut imaginer que sur les prochains quarters, ils auront des coûts un petit peu en baisse. Qui vont réduire. Donc c'est-à-dire qu'avec le temps, ça va se lisser. Parmi on peut l'imaginer. C'est le mouvement normal. Laissez parler Fanny. Fanny. Non, mais parce qu'on a des questions quand même et j'ai pas beaucoup de temps pour les placer. Il y a justement Cédric Tessier qui demande si c'est tout simplement le procédé de fabrication de l'iMac qui s'est avéré plus difficile à fabriquer et qui du coup a retardé et plombé les ventes. De l'iMac ou de l'iPhone ? Non, là de l'iMac il parle justement. Bon, l'iMac on en parlera tout à l'heure, mais l'iMac qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui dans le chiffre d'affaires d'Apple? Moins le 20%, hein, les ordinateurs. C'est à peu près comme LCI dans les chiffres de TF1. Voilà. Virez Si je peux me permettre, c'est beaucoup moins. Bref, oui, il faudrait peut-être penser en clair, pas passer en clair un jour, monsieur Rincan. Je dis ça, je dis rien. Je te donne le portable d'Eric Revel. Non, de non, ça ira. Tu veux que je te donne le portable de Nance Paolini. Entre Corse, vous vous débrouillerez. Bien, revenons aux moutons. En tout cas, une des choses qui essaie de justifier Tim Cook sur le fait que là, il faut regarder la courbe des ventes des iPhones. Cette année, donc 47,8 millions d'iPhones. L'année dernière, 37 millions. Il y a 2 ans, 16,2 millions. En 2010, 8,7, 2009, 4,4, 2008, 2,3. Donc là, les ventes d'iPhone ont tellement explosé au fil des années. C'est vrai que il est logique que les investisseurs s'attendaient à plus. Une des raisons qu'a avancé Tim Cook sur le fait qu'ils n'aient pas surperformé, parce que c'est ça dont il s'agit, comme les années précédentes, c'est la difficulté au niveau logistique, la difficulté à produire et à fournir les clients. En clair, il n'y en avait plus dans les magasins. Monsieur X, on sait que c'était entre guillemets, la logistique, le gros défaut, le défaut de la cuirasse d'Apple, que Tim Cook, c'est son métier, la logistique, de corriger ça. Comment on peut expliquer qu'il se soit planté alors qu'on pensait que c'était un vieux démon qui était oublié? Moi, je pense que les nouveaux iMac et les nouveaux produits dernièrement, et l'iPhone 5. mais le nouvel iMac, on est vraiment le symbole. Effectivement, ils ont eu sans doute du mal à les mettre au point. Donc, ce qui explique qu'ils n'aient pas pu livrer peut-être autant d'iPhone 5 qu'ils voulaient au départ. Bon, là, il y a aussi un problème de prévision de vente, mais sur l'iMac, c'est certainement une difficulté à mettre au point le produit, et surtout le modèle haut de gamme 27 pouces. Donc, il faut, même si les premiers prototypes sont de bonne qualité, être capable d'avoir une qualité constante quand on fait des gros volumes, et là, ils ont eu du retard à l'allumage. Donc moi, simplement, je pense que le produit a été plus complexe à mettre au point que prévu, parce que maintenant Apple a une telle expérience des lancements produits en volume que je vois que ça pour expliquer le retard à l'allumage. Pas les composants, parce que les composants, ils ont une telle force d'achat et une telle manière de prévoir qu'au niveau des composants, ils devaient être au niveau vraiment blindé, quoi. Mais je te dis, monsieur X, je pense que c'est la puce, hein. C'est la puce qui doit coûter le plus là-dedans. La puce du... Mais non, ça coûte pas grand-chose. Non. C'est un design maison, hein, Cédric. Oui, justement, c'est censé être moins cher. Non. Mais
Mais Non, non. mais une puce, c'est quelques dollars. Hein. C'est pas. Oui. Ouais. Mais bien sûr, c'est fini les Pentium à 1200 €. Non. Bon, mais bref. si, la puce à ARM, c'est quelques dollars. En tout cas. Mais peu importe. Mais ils ont eu du mal à la produire, à mon avis, en volume. Ce qui est inquiétant. Il y a beaucoup de déchets, parce que c'est un composant nouveau, parce qu'il est difficile à mettre au point. Et moi, je pense que c'est ça surtout. Moi, je te disais, la Fab, ça a dû leur coûter quelques milliards de mettre au point la puce. Hein. Non. Puis au-delà. Attention, c'est des fab ARM, hein, donc c'est. Comment expliquer ça? C'est pas du tout quand Intel passe d'une génération à une autre de processeurs où on change de dimension, on change fait de tout tout, de A à Z. on refait tout, en gros. Où là, oui, c'est 3, 4, 5 milliards de dollars. Ouais, oui. ARM, c'est du sur mesure, on réduit. Ouais, enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est quand même l'une des premières puces qui sont vraiment designées, qui changent véritablement des. Ouais. Arrêtez les mecs, les mecs, vous fumez quoi? C'est pas possible. Non, bref. Nvidia au C'est CES son métier, vous présente une. Mais oui, c'est son métier. Vous Il ne présente fait une que machine ça. de jeu dans laquelle le processeur graphique a 72 cœurs. Arrêtez de me dire, oh ben regardez, on est passé du cœur au bit. Ce qui est inquiétant, mais c'est par rapport à ce que disait Monsieur X, c'est que d'une part, Apple avait tendance à se focaliser sur des produits, qu'aujourd'hui elle est sur plusieurs fronts et elle semble avoir des difficultés à gérer tout simplement sa croissance et avoir plusieurs chantiers en même temps. Vous ne pensez pas que le problème vient de là et que Apple n'arrive pas à suivre la formidable croissance qu'elle a enregistrée ces dernières années? Ouais, je pense pas. Ils ont des mecs. De salariés. Ils ont des mecs aux commandes par division. Ils ont une armée derrière, je pense pas. Hein. Non, mais au contraire, Olivier, c'est plutôt qu'ils n'ont pas de nouveaux relais de croissance. Fait qu'ils sont ballottés à la bourse, mais pas le fait qu'ils aient du mal à la gérer. C'est quoi les nouveaux produits d'Apple? On n'a pas vu de grosses pénuries d'iPhone 5, tu vois ce que je veux dire? L'iPhone 5 et l'iPad mini, c'est des nouveaux produits quand même. Non, bien sûr, pas des nouveaux marchés, c'est ça que tu veux dire, monsieur. Tu dis, ils ont du mal à gérer la croissance. On n'a pas vu d'énormes pénuries de ces produits-là. iPad mini, si. L'iPad mini, il n'y en avait pas à Noël. Il n'y en avait pas à Noël. Il n'y en avait pas à Noël? Ouais. Soit. Non, mais tu vois, quand tu allais dans un Apple Store, tu en avais, mais tu allais dans un magasin, dans une Fnac. Mais c'est parce qu'ils sont pas livrés, c'est pas de la pénurie. Mais il peut pas avoir qu'Apple qui vend. Ah non, mais attends, tu as vu qu'il y avait qu'Apple qui vendait des produits d'Apple. Tu vas sur Apple.com. On n'habite pas à Paris à côté d'un Apple Store quand même, Cédric. Apple.fr/store. Ah non, mais même, tu avais des délais de livraison qui. Il y avait des délais de livraison qui étaient bien de la pénurie, Noël. je te parle pas de politique commerciale d'Apple. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, si le produit il est disponible sur le site, c'est qu'il est disponible. Je veux dire, il n'y a pas eu de grosse pénurie, donc c'est pas un problème de gestion de la croissance. Il y a eu la pénurie. Ils n'ont pas été. Oui, il y a eu la pénurie sur l'iPad mini, Cédric. Oui. D'accord, ok, soit. On va y revenir à l'iPad mini, j'imagine. Oui, c'est juste derrière. Avance. Oui. Alors, pour terminer sur l'iPhone 5, l'un des points où s'est félicité Tim Cook, et c'est un peu paradoxal, c'est sur le fait que l'iPhone 5 a bien performé en Chine. D'ailleurs, il a sorti pour la première fois des résultats financiers, le chiffre d'affaires d'Apple en Chine. Hein, c'est plus du tout le continent asiatique qui est résumé, mais maintenant la Chine qui est tirée à part. Mais savez-vous, messieurs, alors vous avez le résultat, parce que je vous ai donné mon déroulé de l'émission avant, donc vous le savez, mais Apple est loin d'être dominant sur le marché chinois. Il est très très loin. Hein. Il est simplement 7e selon IDC dans le classement des fabricants et des vendeurs de smartphones en Chine. Le premier, c'est Samsung avec 20,8%. Le deuxième, c'est un constructeur chinois, Lenovo, 11%. Le troisième, Coolpad, c'est un phablet chinois, 10,4%, suivi de Huawei. Non, Huawei, j'arrive jamais à le dire. Huawei, Nokia 5e, 6e, ZTE, encore un chinois. Apple n'est que 7e avec 7% de part de marché. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là sur le marché chinois? C'est les chiffres du troisième déjà, trimestre. ils sont arrivés super tard sur le marché chinois. Quoi. Moi, pour avoir vécu à Hong Kong, les iPhone 1, 2, 3, tu les trouvais qu'au marché noir. Au marché noir, je vais dire, et écoutez, une blinde. Ouais. C'était 10 000 Hong Kong dollars minimum, soit l'équivalent de plus de 1 000 euros. Et c'était bidouillé. Et quand tu allais en acheter un, ils rigolaient jaune, les Chinois, je peux te le dire. Ça les faisait bien marrer quand tu voulais un iPhone là-bas. Et alors, donc là, maintenant que c'est arrivé, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement. On l'a vu, pas qu'en Chine d'ailleurs, mais même à Tokyo, au Japon. C'est des produits qui n'étaient pas faits pour ce marché-là au départ. Et tout d'un coup, ils s'y mettent. Ils commencent à s'adapter à ce type de produit. Donc il y a encore une évolution à faire. Mais c'est vrai qu'après, derrière, tu as des marques comme Huawei qui arrivent avec des super produits patriotiques, on va dire, de leur pays. Et du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir faire la guerre à des marques qui sont chinoises?
Ouais. Non, mais en clair, est-ce que l'offre premium d'Apple est taillée pour le marché chinois? Je m'explique, tu parlais Ouais, absolument. À l'instant. Probablement pas. C'est des produits qui sont à moins de 250, moins de $200, sans abonnement. Tu rigoles, mais des produits à moins de $100 même. Il y a de l'Android courant à moins de 100, moins de... Oui, bien sûr. les produits les plus populaires, les plus recherchés, pas forcément les plus vendus, et les plus à la mode là-bas, notamment du côté de la marque Coolpad, qui marche très fort en Chine en ce moment. Non, mais en clair, il faudrait que... Alors, Apple dit... En clair, aujourd'hui, on s'aperçoit... En sombre. Ouais. Apple commence à dire le marché a tendance à saturer dans les pays où on est déjà présent, aux États-Unis, en Europe. On compte sur l'Asie, c'est ce qu'il faut lire entre les lignes, pour développer le chiffre d'affaires, et la croissance va être là-bas. Mais là, Rodrigo, tu es d'accord avec moi, il ne semble pas vraiment taillé en termes de gamme pour répondre à la demande du marché. Et là, c'est inquiétant. Enfin. C'est pas inquiétant, mais c'est pas le réservoir de croissance que ça pourrait être. Attends. Ils ont vendu 47 millions de téléphones. Mettons qu'ils en vendent 10 en Chine. Les Chinois sont juste 1,4 milliard. Sur ces 1,4 milliard, il y en a 300 millions qui sont à peu près aisés, classe moyenne plus. Ils peuvent en vendre, écouler 5 à 10 millions sur cette tranche-là. Sachant qu'ils ne sont pas présents chez China Telecom, qui est l'un des plus importants. Oui, qui a 450 ou 500 millions d'abonnés, tu vois. Donc, t'imagines. Non mais sérieusement, tout ça ramène à quoi? À cette rumeur autour de cette fameux iPhone low cost, mais plutôt un iPhone bas de gamme ou entrée de gamme. Là, dans ces pays comme la Chine ou les pays émergents en général, Apple aurait besoin de ce type de produit à forte marge. On peut marger sur un produit entrée de gamme. Ils le font bien sur l'iPad mini ou sur l'iPod Nano. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire sur un iPhone d'ancienne génération recarrossé. Ouais, je sais. Pas pour juste un marché, ça ne marcherait pas. Non. Il faut que ce soit un produit moins cher mondial. Pas juste pour un marché. Monsieur X. Alors, ton avis sur l'iPhone Nano, sur l'iPhone Mini, la nécessité d'être présent sur ces marchés émergents où on n'a pas forcément un fort pouvoir d'achat, et notamment en Chine, qui est vraiment le porte-étendard d'Apple en ce moment en termes de croissance, c'est vrai, mais ils performent moins que les autres constructeurs. Pour moi, en Chine, la clé, c'est d'ouvrir le dernier opérateur avec lequel ils ne travaillent pas, qui est China Telecom, tu l'as cité, donc qu'Apple arrête... sa position incroyable de dire non, je veux pas bosser avec eux et adapter mon chip au standard local. Au standard local. Ouais. Donc ça, moi, je commence à penser que c'est une erreur stratégique, quoi. Bon, ça fait peur quand on dit ça, mais on pourrait dire tout simplement une connerie, vu le marché que représente China Telecom. China Telecom, c'est à lui tout seul les 2/3 de l'Europe, quoi. Donc pourquoi ils y vont pas? Pour moi, c'est une connerie. Et puis après, pour l'iPhone mini, ou Nano, on a déjà tout dit. Et moi, je pense que là, c'est pas spécifique à la Chine. On en a parlé une fois sur On refait le Mac il y a très longtemps, Monsieur X. La Chine développe ses propres standards de manière analogue à tous les grands standards du monde, pour ne pas payer de royalties aux compagnies occidentales. En attendant, mais il n'y avait pas Android à l'époque. Il y a la version chinoise Android. Hein. Sachant que tous les téléphones que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est des téléphones sous Android, bien entendu. Évidemment. Mais en attendant, Apple se coupe un marché de 350 millions de clients, alors on va dire potentiels. Et ça m'étonne qu'ils ne puissent pas trouver un accord là où Samsung le fait, quoi. Ou alors Apple est plus bête que Samsung. Bon, au moins intelligent, que le CS3 soit devant. Voilà, et donc ça, je pense que vraiment, une fois de plus, c'est une connerie. Puis après, il y a l'iPhone Nano, bon, on l'a déjà dit. C'est tactique, Monsieur X, c'est tactique. Ils vont faire du chiffre pendant 2-3 ans avant que les Chinois trouvent quelque chose pour faire mieux, moins cher, plus vite sur leur propre marché. Je suis d'accord avec toi. C'est déjà le cas. Je pense que c'est le moment, là. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Les derniers, ils sont extraordinaires. Les Huawei, même certains ZTE. Moi, je viens de tomber sur un truc et tout à coup, j'ai compris pourquoi l'action vient de dévisser de 12,35. Parce que je viens de lire un truc qui, si moi j'avais été actionnaire, j'aurais dit, tu vois, Ghislaine, vends les actions. Ghislaine, si tu nous regardes. Il y a un analyste financier qui pose la question. C'est beaucoup mieux que les Léon, font le valise.
Voilà, c'est mieux que Kylian fait les balises. Il y a un analyste financier qui pose la question à Tim Cook hier. Mais ça qui va lui pas. dit regardez, on a eu vent de baisse de vos commandes de composants. Donc évidemment, nous, si vous baissez vos commandes de composants, on imagine que c'est que vous allez vendre moins de téléphones après. Hein. Et réponse de Tim Cook. Et celle-là, elle est quand même extraordinaire. Ouais. Je suggère qu'il serait bon de se demander l'exactitude de n'importe quel type de rumeur à propos des plans de fabrication. Ok. Néanmoins, Alors attention, parce que c'est la suite qui est c'est délicieuse. merveilleux. C'est Même merveilleux. si une donnée en particulier était réelle, il serait impossible d'interpréter cette donnée à ce qu'elle représente pour nos affaires. La chaîne d'approvisionnement est très complexe, nous avons plusieurs sources, les rendements peuvent varier, la performance du fournisseur peut varier, il y a une longue liste démesurée de choses qui ne peuvent pas rendre n'importe quelle donnée un intermédiaire idéal pour ce qui se passe. En gros, c'est... Bon, vous avez eu des chiffres. Moi, je vous explique que de toute façon, vous n'avez pas ce qu'il faut pour les interpréter, pour savoir ce qu'ils veulent dire, donc ils ne veulent rien dire, mais je ne vais pas répondre à votre question. Et je ne vais pas vous dire si c'était important, et si on a eu des baisses de composants, et si ça veut dire qu'on est en train de vous prédire des baisses de... En gros, allez vous faire foutre. Et là... Ça Quand passe t'es pas. investisseur, ça passe pas. Tu te dis non seulement il est en train de nous dire elle est où la dame, tu l'as pas vue. Donc de toute façon, vous n'avez pas ce qu'il faut pour analyser les infos que vous avez en dehors de ce que l'on vous donne. Mais contentez-vous de ce que l'on vous donne parce que vous n'aurez rien d'autre. Allez vous faire voir. Dans ces conditions-là, si en plus le bénéfice tout à coup est plat, eh ben tu vends. C'est vrai que si tu écoutes attentivement, elle est en ligne, hein, cette conférence. Donc vous pouvez écouter. On sent que c'est un peu un jeu d'équilibriste où ils essaient évidemment d'enjoliver les choses au maximum et même de forcer un petit peu le trait. Il dit nous avions un trimestre extraordinaire. Et puis après, Bah, mais Voilà. n'importe quel lancement et produit. le euh, sujet est extraordinaire. Et que mais- cette technique Amazing, de com, tu vois, si toujours. je peux terminer. Et que ces techniques de com me rappellent beaucoup les belles années de Steve Jobs, qui pouvait sortir des énormités et personne ne disait rien parce que tout le monde avait le doigt sur la couture de pantalon parce que c'était Steve. Aujourd'hui, Tim, il essaie d'adopter le même discours, mais ça passe beaucoup moins bien, Monsieur X, hein, j'ai l'impression. Ah bah c'est clair, mais comme on dit, on prête à Dieu, mais pas à ses saints. Voilà. Tout bêtement. Tout bêtement. Et Apple est une entreprise normale, mais veut pas s'y plier. Alors maintenant... Bon, moi je pense que quand la poudre va être retombée et puis qu'on va regarder les résultats d'Apple dans un trimestre, on aura peut-être une opinion, peut-être pas tout autre hein, sur les fondamentaux, mais autre. Et puis effectivement, leur prochain trimestre va peut-être être complètement canon. Ils vont peut-être nous lancer enfin un iPhone à pas cher et ça va repartir de l'avant. Il y a quand même toute une partie du public, notamment financier, qui croit ça. Ce qui est intéressant de suivre, je le disais, c'est la cible, la fameuse target, c'est-à-dire... le prix cible pour les investisseurs sur l'action Apple, malgré le fait que l'action soit passée de $705 à 450 ce soir, le prix cible pour 2013, lui, n'est passé que de 750 à 725. Donc il y a quand même une certaine confiance dans l'avenir, mais comme à l'époque du Mac Mini avec Steve, peut-être que c'est un signal des investisseurs et peut-être le board va s'en servir pour, entre guillemets, pousser à Tim Cook à faire des mouvements évidents qui sont ouvrir le marché de China Telecom, peut-être faire un iPhone nano et transformer l'avantage parce qu'il est temps, revenir sur cette question éternelle d'un Mac à pas cher à côté de l'iPad, et puis pourquoi pas, j'espère qu'on en parlera, réinvestir du pognon, de l'argent sur la ligne de produits Macintosh, où là, Apple a totalement perdu son effet halo. Et quand on a 48 millions de clients iPhone, ne pas essayer de les transformer en clients Mac, bah là, une fois de plus, c'est une connerie, quoi. Si je te donne 100 euros, dans un an, si tu le places sur un compte courant, il vaut 102 euros. D'accord ? Ce qui veut dire que, à l'inverse, 100 euros dans un an, ça vaut aujourd'hui un peu moins que 100 euros, ça vaut 99, 98. C'est ce qu'on appelle actualiser un flux futur. Ok ? Comment est-ce qu'on modélise toutes ces boîtes ? Les analystes modélisent, font un gros fichier Excel, ils prennent des hypothèses, ils se disent, sur toutes les lignes de produits, voici les ventes, voici les coûts, voici les marges. D'accord ? Donc ils vont se dire, ordinateur 20%, iPod et assimilé iPad 30%, iPhone 50%, pour faire gros. Il donne même des chiffres précis de vente. Hein. Oui, et donc ils modélisent, ils font des hypothèses, et c'est le truc le plus important, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'analyste tablait sur 50 millions d'iPhone. Et chaque année, ils vont se dire, voilà le cash qui est généré par cette société. En se disant, voici son chiffre d'affaires suivant les hypothèses, moins tous ses coûts suivant les hypothèses, cash généré. Je reviens à mes 100 euros qui valent 98. Donc on va prendre tous ces flux futurs, on va les actualiser, et on fait la somme à aujourd'hui. En se disant, sur les 5 ans, plus la valeur dans 5 ans, ce qu'on appelle la valeur terminale,
La boîte vaut ça. Divisé par le nombre d'actions, voilà le prix de l'action cible. Ce que disait Monsieur X à l'instant, ça vaut 725. D'accord ? Tous les analystes ont leur propre modèle, ce qui fait que quand on regarde dans les sites financiers, on parle de consensus analyste. Parce que chacun a des modèles qui parlent tout à fait le même que le voisin. Donc le cours est environ entre ça et ça, cible. Maintenant, pourquoi c'est important tout ça ? Ça s'appelle un DCF, Discounted Cash Flow, technique ultra basique de n'importe quel analyste financier. C'est parce que quand Tim Cook parle, ou quand n'importe qui de Apple parle, les analystes testent chaque hypothèse, en se disant, tiens, j'ai mis telle hypothèse, ce qu'il vient de me dire veut dire que cette hypothèse n'est pas bonne, soit en croissance de chiffre d'affaires, soit en maîtrise des coûts. Donc, je réactualise mon cours, et donc, ma cible change un petit peu ou pas en termes de prix par action. C'est ça l'impact d'un discours de dirigeant par rapport aux analystes. C'est le test des hypothèses. Mais de là, mesdames, messieurs, comme on a pu le lire dans la presse dès hier, même avant même la publication des résultats, comme quoi Tim Cook pourrait jouer sa tête sur ses résultats financiers, est-ce que c'est pas un petit peu exagéré ? Surtout quand on voit les difficultés qu'a pu rencontrer ces dernières années à Microsoft par exemple, que Steve Ballmer, et lui il est toujours là. Ils sont quand même bons le chiffre d'affaires, ils ne perdent pas d'argent que je sache. Oui, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi, tu vois, les appuis qu'il a dans son board. Il y a l'ancien patron des ventes OEM, des ventes aux constructeurs chez Microsoft, qui a fait une note de blog très méchante contre Steve Ballmer cette semaine ou la semaine dernière, en disant vraiment non. Il faut partir là. Voilà. Enfin, il a un peu dit comme ça. Et il a dit le problème, c'est qu'apparemment le board de Microsoft, en gros, c'est les potes de Steve Ballmer, et donc ça ne changera jamais. C'est souvent le cas dans les boards. Ah non. Non. Il y a des boards où c'est non, ça dépend de la distribution de ton capital, ça dépend de qui. Ça dépend si tu as placé des gens ou pas. C'est pas si tu as placé des gens ou pas. Le board, il est le reflet de tes actionnaires. Si tes actionnaires, c'est à 80% des fonds de pension, ils vont être à ton board. Et je veux dire, ça a beau être tes amis. Le board d'Apple n'est absolument pas proportionnel des actionnaires. Hein. C'est que des gens nommés par Tim Cook ou par Steve Jobs. Hein. Oh oui, donc fort bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça dépend aussi de facteurs purement humains. Mais ça n'empêche pas, je sais pas, les échos de titrer quoi Tim Cook fragilisé 1 an et demi après avoir succédé à Steve Jobs. Ouais. Parce que c'est drôle d'être fragilisé sur le trimestre où tu as vendu le plus de téléphones de ta vie. Hein, bon. Et d'un produit qui n'existait pas il y a 6 ans. Enfin, et d'avoir transformé un business. Enfin, bon, on pourrait continuer. Mais d'avoir multiplié ton bénéfice par 10. Enfin, bon, des trucs comme ça. Mais de fait, le problème, c'est quand même que le standard, c'est ce qu'expliquait à l'envers Rodrigo, c'est de vendre de l'avenir. Et là, on cherche le relais, quoi. Alors là, relais, apparemment, c'est vrai que ça peut être un petit iPhone, ça peut être moult choses, mais il va falloir qu'il se bouge et qu'il se bouge vite. Surtout que Cédric, ce modèle semble fonctionner, puisque ce qui a permis à l'iPad de performer aussi fort lors de ce dernier trimestre, voici les courbes de vente de l'iPad, avec un chiffre pour 2013 de 22,9 millions d'exemplaires d'iPad vendus, contre 15,4 l'année dernière et 7,33 en 2011. Donc la croissance de l'iPad est toujours aussi importante. Ce qu'on ne sait pas, c'est le ratio de l'iPad mini par rapport à l'iPad 4 ou l'iPad 2 aujourd'hui. Ils l'ont pas donné. Non, mais ils ont beaucoup parlé de cannibalisation. Voilà. Ouais. Moi, je serais actionnaire, je serais livide parce que qu'on ne me détaille pas ce qui se vend entre... Parce que sur l'iPhone, il y a quand même encore de l'iPhone 4 qui se vend. Et qu'on n'arrive pas à me détailler si c'est de l'iPhone 5, de l'iPhone 4S ou de l'iPhone 4. Qu'on me dise pas c'est de l'iPad Retina ou de l'iPad mini, c'est pas le même produit, c'est même pas la même gamme. On est en train de parler de deux choses différentes à des tarifs et à des rentabilités qui ne sont pas les mêmes. Sachant qu'ils ont fait pire, puisque maintenant ils ne précisent plus dans les ventes de Mac quels sont les ratios de Mac de bureau et les Mac de portable. C'est portable, il l'avait dit la fois d'avant, c'est essentiellement du portable, hein. Le bureau, il n'y a pratiquement plus rien. Tu verras qu'il a essayé de réécrire l'histoire un petit peu, Tim Cook, mais bon, passons. En clair, Monsieur X, aujourd'hui, ce qui sauve Apple un petit peu en termes de croissance, parce que la concurrence est quand même exacerbée, et qui permet de performer autant, c'est l'iPad mini. C'était un petit peu la surprise en termes, c'était pas forcément la vedette d'Apple, c'était plutôt l'iPhone 5, et c'est lui qui, quelque part, permet à Apple de performer. Par contre, il marche beaucoup moins que sur un modèle plus classique et vendu beaucoup plus cher.
Ouais, ça me fait penser que Steve avait dit que une tablette de 7 pouces c'était stupide. Mais effectivement, ça a été leur produit phare. Pas de blasphème, monsieur X. Ouais, c'est pas sympa. Sur le même modèle, Tim Cook a dit qu'un iPhone de 5 pouces, fallait pas rigoler. On en reparle dans quelques mois. Ça a été leur produit phare, mais quelque part, là, Apple faisait pas la course en tête. Rappelons-nous que ce marché de la tablette 7 pouces, il a été ouvert par tout le monde, et puis Apple s'est rendu à l'évidence et a sorti juste un tout petit peu trop tard, là, avant les fêtes de Noël. Il est arrivé un peu tard. Ouais, un très très bon produit. Tous les gens qui l'ont pris en main ont dit waouh. Moi, c'est mon chouchou. On est bien dans la tradition Apple. Et le Nexus 7, Cédric Ouais. Le Nexus 4, c'est un téléphone, 7. monsieur. Nexus 7. Le Nexus 7, c'est la chose sur laquelle tu ne lâchais plus. Et une je excellente... ne lâchais plus parce que c'était la meilleure tablette 7 pouces du moment. Et une excellente pelle à raclette aussi. Tu veux dire que l'iPad mini est la meilleure tablette 7 pouces du moment? Il est plus fin, plus léger. Maintenant, le Nexus 7, je le mettrais plutôt dans... Si j'avais des enfants plus grands, je le mettrais dans leur main et parce que rapport c'est moins qualité-prix, fragile. c'est rapport qualité-prix, voilà. Hein. Ah oui, rapport qualité-prix absolument imbattable. $200 et moins maintenant. Enfin, et quand t'as des sous, c'est bien. Mais voilà. CQFD, on prononce le nom iPad mini, tout le monde se met à en parler, et moi j'en ai un et je le quitte plus. Voilà, Apple a réussi un truc là sans être novateur parce qu'ils n'ont pas inventé ce format, mais à faire ce que Apple sait faire le mieux, c'est-à-dire pas réinventer le truc, mais faire un produit autour de ce concept du 7 pouces qui est plus cher certes, mais mieux en termes de perception, très bien en termes de qualité, qui bénéficie de l'écosystème. On demande juste à Tim de répéter ça, enfin en tous les cas les investisseurs, sur l'iPhone. Et tout devrait bien aller. Maintenant, moi là où j'ai un petit peu peur, c'est que les temps de développement chez Apple sont assez longs. Donc Samsung, quand ils ont besoin de réagir, ou Asus savent réagir en 3 mois, Apple, il faut plus 12 mois, ou peut-être des fois 18 mois. Et ça, c'est le truc qui m'inquiète. Est-ce que Apple va être capable de combler ces vides, ou de répondre aux attentes du marché dans un délai raisonnable, c'est-à-dire 6 mois, et pas dans 18 mois, parce qu'ils sont longs dans leur cycle de développement. Ouais. Alors, avant d'attaquer notre chouchou, à savoir le Mac, bien sûr, un petit mot sur les iPods. Là, la chute, elle était plus attendue parce qu'on sait qu'il y a une forte cannibalisation de par l'iPhone, qui a une fonction iPod intégrée, bien sûr. On s'aperçoit aussi qu'on n'a pas de chiffres au détail des iPods. On voit cette année qu'ils se sont écoulés en 2013 pour le premier trimestre, donc le trimestre de Noël, à 12,7 millions d'exemplaires. C'est près de 3 millions de moins que l'année dernière, 15,4. Et l'année d'avant, c'était encore mieux, 19,4 millions. On voit que l'érosion, elle est certaine. Et il y a une chose qu'elle n'a pas abordée, messieurs, dames, on en parlait ensemble lors du direct du lancement de l'iPad mini et de l'iPod Touch. C'est le fait justement qu'il y a eu une cannibalisation aussi de l'iPad mini. On n'a pas de chiffre exact. Si on sait qu'Apple a vendu cette année, on ne sait pas le ratio de vente de l'iPod Touch, on sait qu'Apple a vendu cette année 75 millions cette année, lors du dernier trimestre, 75 millions d'appareils sous iOS. Donc si vous enlevez 47,8 millions d'iPhone et 22,5 millions d'iPad mini, il reste à peu près 4,7 millions d'iPod Touch. Voilà, et encore je ne compte pas l'Apple TV qui a l'iOS aussi dedans, donc je ne sais pas s'il faut le compter ou pas. Bref. T'imagines encore une fois l'analogie, si Renault te disait nous avons vendu X millions de machines à moteur à explosion. Maintenant, énorme. Démerdez-vous. Là c'est pareil. Non mais on a à peu près le ratio, Cédric. C'est moins de 5 millions. On s'aperçoit que l'iPod Touch, avec l'iPad mini, il y a une forte cannibalisation, surtout l'iPad mini sur l'iPod Touch. Passons au Mac, notre chouchou, on a attendu le meilleur pour la fin. Alors là, c'est plutôt la soupe à la grimace. 4,1 millions d'exemplaires en 2013, c'est plus d'1 million de moins que l'année dernière, que les analystes tablaient plutôt sur 5,2. Eh bien non, ça ne stagne pas, ça baisse de près d'1 million. C'est la première année que Apple commence à voir la vente des ordinateurs baisser. Alors, Tim Cook a justifié le retard par des problèmes logistiques. On l'a dit en préambule de cette émission que l'iMac a subi des retards. Monsieur, je vous sens très remonté envers Apple, parce que vous en avez parlé en amont de cette émission. Il n'y a pas que le problème logistique, il y a peut-être un problème de vision aussi. Ouais, non, là... Oui, je suis remonté sur le sujet, en même temps je suis émotionnel et certainement pas très objectif. Maintenant, ceci dit, certainement que l'iPad cannibalise un peu les ventes de Mac. Certainement aussi, c'est vrai, même si j'ai eu du mal à l'accepter au départ,
l'arrivée tardive des nouveaux iMac a plombé un peu les ventes d'un trimestre, le dernier trimestre de l'année, qui est le plus fort en termes de vente. Donc ça fait 2 explications. Mais si ma mémoire est bonne, et j'espère, je crois qu'au plus forte des baisses de vente d'iMac quand j'étais chez Apple en 2001, entre 2000 et 2001, on avait fait moins 17%. Et on était, mais au creux de la vague, au fond du trou. Là, Apple est en pleine bourre. Ils ont 80 millions de nouveaux clients iOS tous les trimestres à qui ils ont juste à envoyer un email pour leur dire « Ouh, le Mac c'est super ». Alors c'est pas les problèmes de composants, d'accord. Et puis il y a la nouveauté, Monsieur X. Il y a la nouveauté. Non, mais c'est pas les problèmes de composants qui expliquent cette baisse Mac Retina, qui pour moi, etc. et pour moi est inquiétante. Alors elle n'est pas inquiétante tellement au niveau du chiffre, parce que la réalité c'est peut-être moins 10% avec ces histoires d'iMac qui n'arrivent pas. Moi je pense que là où c'est inquiétant, c'est que c'est peut-être l'amorce d'une tendance qui prouverait qu'Apple n'investit pas assez dans le Mac et n'est pas en train de transformer les utilisateurs iOS en utilisateurs Mac. Alors, il n'y a plus d'effet halo, c'est ça, Monsieur X. Absolument, il n'y en a plus. À croire que c'est plus dans leur stratégie. Et moi, j'en veux pour preuve que des investissements marquants autour du Mac, on n'en a pas vu depuis belle lurette. Et retirer le lecteur de CD du nouvel iMac, c'est pas un investissement en parlant. Je veux dire, en termes de solutions, rappelez-vous, en 2001, 2002, 2003, le Mac, c'était le Digital Hub. Aujourd'hui, iLife est à l'arrêt depuis 3 ans. iWork, on n'en parle plus, on en a honte. Messages est devenu une vraie crotte. iChat était la première solution sympa de conférences vidéo à plusieurs. Et ils sont ça a disparu. C'est devenu Messages. On peut communiquer avec son iPhone, mais on peut plus rien faire. C'est une dose, on peut le dire. Avec Message sur macOS. Aujourd'hui, Windows 8 est sorti depuis combien de temps ? Un an, un peu plus d'un an. 1 an. 2 ans, ouais, 2 ans. 2 ans, ouais, 2 ans. Ouais. Un petit peu moins. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas installer Windows 8 sur un Mac. C'est-à-dire que... Windows 8, c'est le 25 octobre. Windows Phone. C'est le 25 octobre, c'est à la rentrée. Raconter une bêtise. Ça fait 3 mois. Mais peu importe à la taille d'Apple. On ne peut toujours pas installer Windows 8 sur son Mac. Quand on va sur le site d'Apple, on dit « Ah non, les Mac ont des processeurs Intel, ils sont compatibles avec la fonction Bootcamp avec Windows, mais ça va jusqu'à Windows 7. Windows 8 n'est pas supporté, puis on ne sait pas quand on saura le faire. C'est juste pas sérieux, quoi. Et ça prouve, c'est que le Mac est plus le parent pauvre, mais il n'y a plus d'investissements de fonds qui sont faits. Il n'y a plus de vision aussi, monsieur. Et il n'y a plus de vision. Voilà. Et donc, ça, c'est bête, parce que c'est un relais de croissance qui, à mon avis, est fort. L'iPad n'est pas la réponse absolue, parce qu'une fois de plus, l'iPad n'est pas un produit pour travailler, et le Mac mini, qui n'a pas d'écran, blablabla, qui est en fait un serveur, n'est pas une réponse non plus. Donc, une fois de plus, que fait Apple ? Pourquoi Apple n'investit pas dans le Mac, et pourquoi ne fait pas un Mac à pas cher ? Et de la même manière qu'on peut faire un iPad à pas cher, l'iPad mini l'a prouvé, on doit pouvoir faire un vrai Mac à pas cher. Et moi, je suis inquiet, parce que je crois que c'est moins 21%, c'est la partie émergée de l'iceberg qui prouve qu'Apple n'investit plus depuis des années. On est en fin de cycle. Sachant que l'excuse du retard, bien sûr, la qualification de l'iPad mini, de l'iPad qui joue, le fameux l'ère post-PC cher à Steve Jobs, évidemment, ça, on l'a vu sur les ventes de PC, et ça érode elles aussi. Mais par contre, je dirais l'excuse que trouve Tim Cook de dire, regardez, on a livré les iMac trop tard, donc forcément ça pèse notre chiffre d'affaires. Lors du premier trimestre de l'année dernière, l'équivalent de cette année, il s'était vendu 2,5 fois plus de portables que d'ordinateurs de bureau. Donc la tendance, et ça fait des années que c'est comme ça, donc c'est pas les iMac qui allaient inverser cette tendance. Et du côté des portables, tout au long de l'année, on en a vu des nouveautés, l'arrivée du Retina, l'arrivée des nouveaux MacBook Air, mise à jour, si je me souviens bien, au moment de l'été, l'arrivée à la rentrée du MacBook Pro 13 pouces Retina, qui n'est pas non plus un foudre de guerre, et ça décolle pas, c'est assez surprenant. Enfin non, pas surprenant quand on prend un peu de recul. Et c'est vrai qu'au niveau d'Oasis, il y a peut-être des avancées au niveau du système d'exploitation. On voit aussi que ça manque de vision, que c'est un millefeuille de nouvelles fonctionnalités d'année en année, et qu'on perd un petit peu la ligne directrice, la simplicité. En tout cas sur les gammes de portables, on voit bien que même sur les portables, en effet, même dans l'univers PC, ils n'arrivent pas à améliorer, à sortir. Ouais. Moi, je crois qu'il y a plein de gens qui se seraient barrés des Mac et des MacBook Air s'il y avait eu un Ultrabook PC qui était sorti à la hauteur, et même eux n'arrivent pas. C'est un marché qui stagne, mais
chez tout le monde, moi j'ai l'impression. Et moi, ça fait 2 ans que j'ai mon MacBook Air et que j'espère il stagne pas, il nouveau régresse. truc. Je change pas parce qu'il y a rien qui me fait envie et pourtant Dieu sait que j'en ai marre, quoi. Mais voilà. Ça aurait pu être pire. Peut-être le Surface là qui va arriver, pas le RT, pas le truc bizarre. Non, Cédric, soyons sérieux. Monsieur Ingrand. Attends, Olivier, ça fait combien de temps que tu veux un laptop tactile? Non, mais on va voir. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, il y a un vrai chantier profond à mettre en place au sein d'Apple et c'est vrai que voilà, et au niveau logiciel ça met des années. Monsieur X le sait bien parce qu'il était au sein d'Apple au moment de la migration et l'arrivée de macOS 10. Ça s'improvise pas, donc si Apple est voilà, ça met du temps, donc les résultats on risque pas de les voir dans le prochain trimestre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Apple est peu optimiste et annonce des résultats pour le prochain trimestre qui sont également à la baisse. Dernier point, et ça c'est du sur-mesure pour Cédric Ingrand, figurez-vous qu'à la fin de la conférence, un monsieur a été interviewé par toutes les télévisions américaines. Non, c'était pas Cédric Ingrand parce qu'il n'était pas disponible, il couchait son petit. C'était un autre brillant analyste, à savoir Monster. Comment il s'appelle? Gene Munster. Gene Munster. Et qu'est-ce qu'il a dit? Roulement de tambour. Il a dit, moi je crois que Apple ils vont faire une télé avant la fin de l'année. C'est énorme. Il est énorme. Non mais il est peut-être Gene Munster, il est énorme. C'est le seul qui soit pire que moi. Non, mais lui, il est payé. Non, mais en fait, il est payé par Apple aussi. Non, mais c'est un analyste indépendant. Alors là, il a mis, pardonnez-moi l'expression, les cocognettes sur la table. Hein. On va le savoir très vite d'ici la fin de l'année. Non, mais ça fait 3 ans, il est comme moi, il répète la même chose depuis 3 ans. Il dit non, moi, je sens que 2011 sera l'année de la télé d'Apple. Bah ouais, d'accord. Mais la grosse différence, c'est que lui, il est payé très cher quand même pour dire des bêtises. Ah, oui. Moi, c'est pas grave. Je fais ça gratuitement le soir dans un placard. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et encore, on te coûte la parole pour t'empêcher de parler. Non, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Donc, et alors, il y a un papier qui est sorti aujourd'hui qui dit non, la télé d'Apple, c'est pour 2014. Mais et c'est vrai que non, mais c'est vrai. Attends, non, sérieusement, si Apple, le croissance, il est là. Alors, et en plus, la télé est un truc très particulier parce que il pourrait faire exactement, on a déjà eu cette discussion, ce que Steve avait fait avec l'iPhone en 2007. Ils peuvent l'annoncer 6 mois à l'avance. Ils s'en branlent. Des télés, ils en vendent pas. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que l'annonce stoppe le marché? Ils peuvent pas aujourd'hui. Ils peuvent pas aujourd'hui te parler de l'iPhone 6 ou de l'iPad 5 parce qu'évidemment, d'un coup, les ventes actuelles s'effondreraient. Mais sur la télé, ils pourraient aujourd'hui dire en septembre prochain, Apple va sortir la plus belle télé du monde. Et là, tout à coup, en tout cas sur le haut de gamme, le reste du marché aurait un petit peu mal. Même si, moi, les fabricants de télé que j'ai vus à CES te disent dans les yeux, et sans déconner, te disent, mais attendez, nous, on attend Apple. On attend Apple parce qu'on sait qu'Apple va redynamiser tout le segment haut de gamme de la télévision. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, tout à coup, vont dire, ah, Apple vend une télé à 3 500 €. Alors, c'est que ça doit pouvoir valoir 3 500 €. Qu'est-ce qu'ils font les autres pour 3 500 €? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est intéressant. Comme on dit, la vague qui monte fait monter avec elle tous les bateaux en même temps. The rising tide. En clair, je fais rapide. Mais donc, all boats rise with the rising tide. En clair, on saura si Apple en a encore dans le pantalon en termes de vision produit, s'ils investissent dans le marché. Non, mais c'est pas ça, c'est que tout à coup, voilà le truc qui, par exemple, rassurerait les actionnaires en disant « Ah, cette année, il va se passer un gros truc, alors ça fait plaisir à entendre, et on fait confiance à Apple parce que c'est intéressant, ils vont faire des trucs chouettes technologiquement et en termes d'offres et de contenu. Donc, super. Et c'est un truc c'est un futur dont ils pourraient parler sans déflorer des trucs qui feraient du mal à leur business. Mais voilà. C'est comme ça qu'ils ont autant buzzé les années précédentes, c'est vrai. C'est exactement, ça semble pas être pour tout de suite parce que la télé leur pose 2 gros problèmes, un problème de contenu et un problème maintenant de technologie parce que depuis le temps qu'on parle de la télé d'Apple, la technologie de la télé a quand même évolué. Aujourd'hui, si tu veux faire du haut de gamme, il faut que ce soit de l'Ultra HD, il faut que ce soit de l'OLED, il faut que ce soit autre chose et donc peut-être qu'eux, ils n'ont pas suivi ça, ils ont juste investi dans les lignes de LED de Sharp, qui sont très bien, mais peut-être pas suffisantes pour faire du très haut de gamme à l'échelle de ce qu'on voit aujourd'hui. On aura la réponse et on pourra envoyer des tweets assassins à qui de droit. Une date à qui de droit, à savoir Cédric, si Apple ne sort pas de télé dans les prochains mois. Si on laissait la parole pour conclure à Fanny, c'est là une petite question Twitter pour conclure cette émission ce soir. C'est pas possible. Non, alors on n'a pas trop parlé, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui demandaient justement si c'était pas sur le produit, mais plutôt sur les logiciels que ça allait remonter Apple. Hein.
et que c'est là aussi où il devrait investir. Ouais. Bah écoutez, Monsieur X, c'est pas gagné, parce qu'elle like, ça fait un moment que ça n'a pas évolué. On espère, mais pour l'instant, ils ne donnent pas vraiment les signes avant-coureurs. La bonne nouvelle, c'est peut-être en termes de design et en termes de cohérence graphique, la nomination de Jonathan Ive à la tête des designs matériels et logiciels, mais l'effet de tout ça ne sera pas immédiat. Il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir les premiers résultats. On aura les premiers éléments de réponse au mois de juin pour la conférence des développeurs, à moins qu'avant, d'ici là, on ait droit à une bêta de macOS 10, mais c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que le oui, truc, c'est qu'au moins le calendrier, il est en train de se faire avec ou sans eux. C'est-à-dire que eux, ils voient par contre ce que la concurrence va faire. A priori, le 22 mars, Samsung va dévoiler au monde le Galaxy S4 dans un événement aux États-Unis. A priori, on peut se tromper, pour une sortie en avril. Il va se passer plein de trucs au Mobile World Congress le mois prochain, etc. Donc tout à coup, quand même, là, le souffle de la concurrence commence à... C'est-à-dire qu'Apple sent le souffle froid de la concurrence dans son cou. Ouais. Et il va falloir, je pense qu'il se passe des choses vite, parce qu'on ne va pas attendre juin, là. Mais il y a une fenêtre de tir, messieurs. Vous le savez, Apple a traditionnellement sorti un produit en janvier. Il n'y a rien eu cette année. Traditionnellement, il sortait un produit en mars. Il y avait un nouvel iPad. Cette année, l'iPad est arrivé en même temps que l'iPad mini au mois d'octobre. On va voir si Apple va marquer le coup et sortir un produit. Vu les prévisions de résultats pour le prochain trimestre, j'y crois pas trop, mais qui sait, on va voir. Allez, messieurs, dames, on passe aux questions Twitter. On passe à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, nous sommes très en retard. On commence par Cédric Ingrand. Moi, je me souviens d'une discussion qu'on a eue dans cette émission où tu disais mais regarde, l'iPad est en train de battre, je sais pas quoi, les consoles portables. Mais regarde, les ventes d'iPad sont en train de dépasser les ventes de consoles de salon. Mais regarde, l'iPad, voilà, l'iPad c'est une machine de jeu et on avait ce débat qui était de dire c'est une machine où on joue mais c'est pas vraiment une machine de jeu parce que t'as qu'à demander à Rodrigo, il n'y a pas Assassin's Creed dessus donc ça peut pas être une machine de jeu. D'accord, voilà. Ça va, et je te disais surtout que pour l'essentiel des jeux auxquels on joue tous les jours, ou en tout cas avant le tactile, bah, le problème c'est qu'il n'y a pas fire, haut, droit, gauche, droite, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas les curseurs, il n'y a pas les boutons. Heureusement est arrivé Odojo. Odojo, j'ai envie de dire c'est un produit. C'est pas encore un produit, c'est un projet sur Kickstarter. Ils veulent lever 240 000 $. Bah non, mais c'est là qu'il se passe plein de trucs rigolos. Et a priori, je suis en train d'essayer d'aller les voir à New York la semaine prochaine, Kickstarter. Bon, ils en sont à 20 000 $, de 240 000 $ à lever, mais ils ont mis ça en ligne il y a 2 jours, donc ils ont encore toutes leurs chances. En fait, c'est une jaquette pour iPad, sur laquelle tout à coup tu retrouves sur les côtés quand tu tiens ton iPad, tu as le droit de faire du tactile. Mais tu as aussi une sorte de couverture, c'est ça, tu veux dire? Et ben, tu as exactement ce qu'il faut sur les côtés pour jouer à des vrais jeux et tout. Je trouve ça top parce que tu peux avoir ça dès aujourd'hui pour une $50. Bon, tu risques d'être livré que l'année prochaine, au moment où tu seras en train de te demander si tu as envie d'acheter la télé d'Apple. Mais il faut encourager les petits jeunes qui débutent. Bien, merci Cédric. Sinon, attendez. Rodrigo B. Je vais juste faire un truc, mais pour ça, il faut que j'ai un retour. Ah oui, c'est un retour. Je vais vous faire un truc, mais je le ferai une fois dans ma vie. Oui. C'est quoi Disque ça dur. C'est droit pour Rodrigo, c'est ça? Non. C'est un monolithe. Je vous le dirai la semaine prochaine. Oh non. Bon, très bien. Bah, rendez-vous la semaine prochaine. Merci Cédric. Allez, le coup de cœur les coups de cœur de Fanny. Alors, moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est des enceintes qui valent cher. Des enceintes de chez Cabas, parce que Cabas... le français. Oui, exactement. Ils se mettent enfin à faire avec le modèle Stream 3 des enceintes connectées à Bluetooth, Wi-Fi. Il y a même... Oui, c'est plutôt audiophile, Cabas. D'ordinaire, c'est très très cher. Voilà. Je suis inquiet pour et le prix, c'est... Justement, le prix, c'est cher, je l'ai dit, mais c'est 999 €. Et quand même. Voilà, mais ça vaut. C'est un peu plus cher qu'un gros dock haut de gamme. Voilà, tu peux les brancher justement sur ta télé et t'en servir aussi pour la télé, puisqu'il y a aussi les prises filaires et une prise Ethernet RJ45. Donc voilà. Mais c'est un beau produit, ça vaut le coup d'être vu quand on aime bien les belles choses et le bon son et qu'on veut le piloter. Et ça marche avec... Ils ont fait une application qui fonctionne, une application en interne. Et elle fonctionne avec Android, avec Apple, avec... voilà. Merci Fanny. Moi que toi. Non. Monsieur X, quel est votre coup de cœur ce soir? Moi, c'est une application que je rêve de... pour iPhone et iPad que je rêve d'essayer, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai simplement regardé les vidéos de démonstration.
Cette émission par à volo. Mais c'est dans ma liste des choses à faire grave pour ce week-end. Et ça s'appelle... m'en parlez pas. Ça s'appelle Music Tiles. Donc musique en anglais, M-U-S-I-C, et Tiles, T-I-L-E-S. C'est la première application à laquelle Peter Gabriel, le compositeur bien connu, participe et vous permet, notamment à base des chansons de Peter Gabriel, je mettrai le lien, de faire vos propres vos propres musiques et puis vos propres sonneries, par exemple pour votre iPhone. Donc, moi j'adore l'idée parce que c'est de la créativité, parce que l'interface m'a l'air vraiment vachement intéressante, vachement épurée, c'est dans l'air du temps. Toute beauté, on dit, monsieur. Et puis la base, la matière première, Peter Gabriel, moi je suis fan, beaucoup ont aimé son album qui s'appelle So. Moi je reste complètement obnubilé par la bande originale d'un film qu'il a fait et qui s'appelle La dernière tentation du Christ, où j'avais trouvé cette bande originale de Peter Gabriel absolument envoûtante. Donc Music Tiles, à tester de toute urgence, et puis un tout mini coup de gueule parce que je me suis ridiculisé auprès de mon père. Non. Je suis acheté moche. Avec mes frères, c'est moche. un iPad flambant neuf, là, la version 4, 64 Go, enfin la totale. Beau cadeau. On n'a pas lésiné. Hein. La famille, j'ai pas offert la génération d'avance, tu vois ce que je veux dire, moi. Moi j'ai offert la version d'avant. Et donc, Cédric, là, mon père va l'utiliser évidemment pour plein de choses, et puis je lui ai conseillé d'aller courir à la Fnac ou chez le revendeur Apple le plus proche pour acheter la station d'accueil, le dock pour l'iPad que j'ai moi pour l'iPad 3. Et en fait, le dock pour l'iPad 4 avec le nouveau connecteur là, il n'existe pas. Apple a décidé de pas le faire. Et les revendeurs ont dit à mon père, non, mais Apple, ils nous ont dit là, les commerciaux... Mon fils, c'est Monsieur X, il dit que ça existe. On n'en fait pas, et on n'en fera jamais. Alors, je comprends plus ce qu'Apple fait avec le Mac. Bon, avec l'iPad, ça paraît assez simple, vendre plus. C'est un peu le bordel. Voilà, et les accessoires, c'est 80% de marge. Alors, pourquoi pas de dock avec le ils n'ont pas le temps, je te dis, sans déborder. C'est comme nous, regarde, on a les scènes sur les yeux, on n'en peut plus. Et ça me fait penser, mais pourquoi Apple a pas sorti un dock pour le nouvel iPad? Incompréhension totale, voilà. Et à mon avis, ils gagnent trop d'argent, ils disent, bon, ça suffit. Ça doit être ça. Ouais. Merci Monsieur X. Le meilleur pour la fin, ça va, Rodrigo. Écoute, j'en ai 4. Voilà. J'en ai un pour mon pote Julien Ondara, qui de temps en temps nous rejoint sur On fait le Mac. J'ai un coup de cœur de la mort qui tue sur cette très très belle plateforme qui s'appelle Kickstarter. Encore. Mais c'est trop bien Kickstarter. Il y a des illuminés qui lancent des trucs et tu te dis mais c'est pas possible d'avoir des idées aussi farfelues. Et en plus ils se font financer, ce qui veut dire que des gens reçoivent leurs trucs. D'ailleurs Pebble a lancé sa première livraison de 500 montres cette semaine. Allez, je vais commencer pour mon pote Julien. Vous connaissez Gitar ? Surtout ne répondez pas. Mais évidemment, laissez-le parler. Évidemment, ça va s'appeler guitare. Oui, bien sûr. Vous connaissez pas? C'est génialissime. Alors, c'est quoi? C'est une guitare électrique. Et sur chacune des 6 cordes, sur toutes les barres du manche, il y a un LED. D'accord? Qui s'illumine pour vous dire mets ton doigt là, petit con. Et sur la guitare, qu'est-ce qu'on met? On met un iPhone. Et il y a une appli. Apprends à jouer de la guitare avec ton iPhone. Et ta guitare. C'est génial. Bon, ça vaut quand même $399. Oui, quand même. Les mecs, j'adore leur site. Et attends, une guitare à $400, ça va quoi. Quand même. Non, mais c'est comme, les les pianos à l'époque qui descendaient, tout ça. Ouais, sans le iPhone. Et j'adore sur leur site officiel. Je vous cite quand même la première phrase, quand même, sur la page du produit. Hein. Note! This is a pre-order. C'est une précommande. Alors je vous traduis la suite. Le produit que vous achetez n'a pas encore été fabriqué et sera livré quand il sera fini. The product you're buying has not yet been made and will ship when it's finished. We anticipate shipping spring 2013. Donc ils pensent livrer au printemps 2013. La guitare est topissime, c'est génial. Très très bonne idée. Allez, c'était mon premier coup de cœur. Deuxième. Oh putain. Deuxième coup de cœur. Allez, au pif sur Kickstarter, évidemment. Les mecs, ils cherchaient 18 000 pounds. On va mettre le lien de Kickstarter et puis vous avez les 10 coups de cœur du mois. Non, mais ils cherchaient 18 000 pounds, ils en sont à 25 000. Donc c'est bon, ils vont fabriquer le truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute, quand tu prends ton iPhone,
Est-ce que ça serait pas top d'avoir un truc pour prendre la poignée bien et avoir, comme dans les vrais point and shoot, un truc pour faire zoom, et puis avoir un vrai déclencheur sur le côté? Eh ben voilà, ça s'appelle... Comment ça s'appelle ce truc? Snap Grip. Eh ben ils ont fait une petite poignée qui se met sur ton iPhone. Non, vraiment, j'ai honte. Attends, mais c'est génial. Cette émission Paravol. Non, mais c'est génial. Ça s'appelle Faisons comme si Apple ne déposait jamais de brevet.com. et attends, mais les mecs, ils vont le lancer. Il reste 3 jours dessus, donc samedi, ce sera bon. Eh ben, ils te transforment ton truc en point and shoot. Je trouve ça trop bien. Et ça vaut pas grand chose. Allez, ça va. Les 2 derniers coups. Vous irez voir, mais c'est top. Bah oui. Ouais. Bon, vous savez que moi je fais du vélo de temps en temps. Quand je le vole pas. Quand on me le vole pas, on m'a volé mon vélo, enculé. Il m'a volé mon vélo. Non, Rodrigo, non. Et juste pour les archives, moi je faisais 40 km tous les dimanches, alors que qu'Olivier en faisait que 22, hein, suivez son runkeeper. Bah oui, mais moi c'était dans côte. Ouais, bien, tu t'es mis à la salsa à la place, c'est très bien. Lui il fait le tour de Longchamp et moi je fais le tour de la Marne. Donc chacun son truc. Bon. Le tour de la Marne. C'est plat. Non mais Joinville-le-Pont, Chaulière-sur-Marne, Joinville-le-Pont, 36 km, tout ça. Et ben, vous savez ce qui m'a toujours manqué, ce qui m'a absolument toujours manqué, et que Olivier et moi pouvons faire dorénavant, c'est que tu mets des gourdes toi sur ton vélo, Olivier. Oui, plein de gourdes. Mais t'as 2 porte-gourdes. Ah oui. Mais qu'est-ce qui te manquait? Il te manquait la boom bass Bluetooth pour balancer ta zik à fond depuis ton iPhone. Indispensable. Ah ben ça s'appelle la Boom Bottle. C'est ça. Mais ouais, c'est fait par une boîte qui s'appelle Scotch. Ils font une Boom Bottle. C'est donc une grosse enceinte que tu mets dans ton vélo pour balancer du gros son quand tu roules comme un cochon. C'est génial. Ah, c'est génial. En plus, c'est discret. Non mais ça se voit même pas. On dirait que c'est une courde pour Bah tiens. Bah ouais. Allez, dernier coup de cœur, Rodrigo, avant que je m'endorme. non mais Cédric a un peu défloré le sujet, quoi. Je vous ai trouvé la meilleure protection ever pour votre iPad. Oh. Ouais. Déflorage. Ouais, non. Une protection magnifique pour votre iPad, qui non seulement protège votre iPad, mais en plus se transforme en MacBook Air. C'est pas possible. Mais ouais. Ça s'appelle la Clamcase Pro, et ça a la même gueule qu'un MacBook Air, et vous mettez votre écran dessus, et ça vous transforme dans votre iPad en MacBook Pro. C'est tip à top. Et ça coûte presque rien dans les prix en dollars. Et puis comme sur Twitter on vous dit que je vous balance que des trucs américains, bah allez, je vous le balance en américain. Allez l'acheter, c'est trop bien. Mais c'est combien le prix? Tu vas pas dire. $169. Ah mais ça va pas, $169 avec la vie. Non mais c'est moins cher qu'un MacBook Air quand même. Oui, si on veut. C'est un clavier qui protège ton truc et voilà. Très bien. Bien. Alors, avant qu'il y ait une interruption de l'image, je vous propose mes coups de cœur. Alors là, c'est une application. L'application Je vous ai compris. C'est présenté comme une BD animée interactive. Regardez comme c'est joli. Mais c'est bien plus que cela. C'est l'adaptation d'une fiction qui s'appelle Je vous ai compris, qui sera diffusée sur Arte le 1er février. Et relate les événements d'Algérie en avril 61. Une fonction très originale par une étonnante signature visuelle dans la mesure où les acteurs évoluent dans des décors dignes de bulles de BD. Je vous invite vraiment à regarder cette fiction le 1er février donc sur Arte et à télécharger l'application, surtout que la première, parce qu'il y en aura 3, est gratuite. Ça s'appelle donc, et chaque fois je perds la page, c'est formidable l'iPad. Ça s'appelle Je vous ai compris, et c'est gratuit, c'est sur l'App Store. Et téléchargez-le. L'autre petit coup de chapeau, coup de cœur, c'est pour notre ami Stuff, qui a participé fréquemment à cette émission, qui est un podcasteur historique, qui est également connu comme un développeur, alias Manuel Caruso Molina. Il a sorti une nouvelle application qui s'appelle commentaire.app. Alors si vous êtes un blogueur, si vous avez plusieurs apps de blog, si vous travaillez sur WordPress et que vous voulez retrouver tous les commentaires sous vos articles dans les notifications macOS 10, c'est l'application qu'il vous faut. Ça s'appelle Commentaire App et ça vaut 4,49 €. C'est pour Mac et c'est sur le Mac App Store. Et enfin, le dernier coup de cœur, messieurs, séquence nostalgie ce soir pour terminer cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2013, ça va pas. Et Louis XXIII vient de mourir, c'est ça? Nous enregistrons le jeudi 24 janvier 2013, c'était il y a 29 ans, séquence nostalgie, un certain Steve Jobs arrivait sur la scène du Moscone Center, si je me souviens bien, et présenté en 1984. N'existait pas en 1984. But today, for the first time ever,
I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Unaccustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a action I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't read. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. On m'a soufflé dans l'oreillette, il y a Cédric Agrand que Moscou des Satins n'existait pas en 84. Bon, possible. Et je crois que le Mac, il a été lancé à New York ou à Boston. Peu importe, mais c'était beau, vous avez vu, avec la disquette qui dit bonjour, welcome, c'est énorme. Oui, je sais. Mon nom est Macintosh. Il avait un nœud pape, Steve, hein, c'était assez ridicule. Ouais, avec la grande mèche, et bientôt il y aura on va risque de le retrouver sur grand écran, le garçon, mais on en parlera au printemps. Avec Ashton Kutcher. Ouais. Voilà, Mon associé dans un de mes investissements, tiens, dans Get Around, il a investi après moi. Non mais c'est vrai. Ce gars, mais non mais bien sûr. Mais lui, il a moins besoin de l'argent. Bon, enfin d'un autre côté, lui s'est tapé des mimours et moi j'ai pas envie, donc tu vois, chacun son truc. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Donc on va essayer de conclure cette émission, je ne sais pas comment. Donc voilà, c'était pour finir sur une note nostalgique, une note d'espoir pour le renouveau du Mac. Voilà, c'est fait, hein. C'était un petit message pour Monsieur X et pour Tim Cook. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran sur LCI à 14h10. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Qu'est-ce qu'il y a dans plein écran 14h10 samedi sur LCI? Le CES travail. Mais oui, la suite du CES, les objets intelligents. Non, parce qu'on est en train de faire 3 émissions en même temps. On en tourne en temps l'autre, en réfléchissant à la troisième pendant que la suite, les objets intelligents, tous les trucs de parole, de WeThings, de tout ça, il y a des trucs. Flower Power. Dépêche-toi parce que bientôt il y a le Mobile World Congress qui commence. Hein. Bref, tu as remarqué toi aussi. Fanny, vous la retrouvez très prochainement dans une Fanny's Party, c'est très bientôt je crois. C'est mardi prochain et on fête les 10 ans et on a plein de beaux partenaires. On a un concert avec Elines and the Cats qui est offert par Evergig, qui est une super appli de streaming live. Et puis on aura des partenaires comme Libon, justement. Vous connaissez, hein. Donc voilà. Oui, partenaire d'en refait les maths. Non mais je peux pas croire que la Fanny's Party est 10 ans, tu n'as pas pris une ride. C'est le maquillage. Mais bon, Tinty, ça fait 10 ans. Voilà, c'est la 46e et c'est au Hard Rock Café et il n'y a plus de place. On peut pas venir alors. Il faut commander des places. Bon, très bien. Merci Fanny. Quant à Monsieur X et Rodrigo, vous le retrouvez sur leur Twitter, @TrueMysterX et @Rodrigo. Merci. RODRIGO. Oui, au cas où on ne connaîtrait pas. Moi, si tu me cherches, Olivier, je suis chez Sofinco, là, faut que je finance de nouveau. J'ai pas compris quoi. Si tu me cherches, je suis chez Sofinco. Avec tout vert là. Ah non, c'est TLM ça, pardon. Ou c'est TLM un peu. Il faut que je finance deux Mac, là, j'en ai 2 qui ont claqué, je suis au bout du rouleau. Mais pour un PC, non, j'ai une connerie. Allez, messieurs, dames, on se retrouve la semaine prochaine, mais on essaiera d'enregistrer un peu plus tôt, on sera un peu plus en forme. À la semaine prochaine.